Bonjour. Donc, effectivement, je suis chercheur à l'IRSST. Ce qui n'a pas été dit, c'est que je suis aussi anthropologue et c'est toujours un plaisir d'être dans un colloque comme celui-là, en réadaptation, où je ne me sens pas minoritaire en termes d'approche méthodologique. Parce que vous allez voir que moi non plus, je n'ai pas des gros N, mais on va chercher beaucoup d'éléments de vécu dans les méthodes qu'on met en place. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux de la réadaptation au travail dans un contexte d'immigration et de diversité ethnoculturelle. On va faire un grand survol et vous allez voir comment les histoires de vie qui ont été rapportées ce matin peuvent, comment elles s'inscrivent dans ces grandes catégories-là. Et puis, on pourra en discuter ensuite. Mais je vais d'abord vous faire présenter le contexte général de mes travaux. Parce que l'IRSST a mis en place récemment, il y a quelques années déjà, une programmation thématique sur la protection et le soutien aux travailleurs en situation de vulnérabilité, dont les travailleurs immigrants. Et puis, on commence tranquillement à explorer, à documenter la situation des travailleurs immigrants d'un point de vue statistique. Donc, on a toute une équipe de stats à l'IRSST pour nous soutenir à cet effet-là. Et même s'il n'y a pas beaucoup de données statistiques sur le sujet, on commence tranquillement à faire du pairage de base et puis essayer de voir un peu ce qu'il en est. On sait quand même que qu'il y a une très grande concentration de population immigrante au Québec, à Montréal. C'est environ 85 % et ça bouge relativement peu de recensement en recensement. C'est une part croissante de la population active. On sait aussi que le taux d'emploi augmente d'année en année, alors qu'il est resté relativement stable chez les personnes nées au Canada. On sait aussi, hélas, que le taux de chômage est plus élevé chez les personnes immigrantes et que ça varie aussi beaucoup selon l'origine nationale. Vous voyez ici les nouveaux arrivants d'Europe occidentale, un taux de chômage d'autour de 5,5 %. Les gens des Caraïbes, 15,4 %. Les gens du Maghreb, 14,3 %. Ceux qui sont habitués de suivre l'évolution du travail chez les personnes immigrantes ne sont pas étonnés de voir ce genre de choses, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas étonné qu'on ne s'indigne pas. Là. Au contraire, c'est encore malheureusement un phénomène très inquiétant. Donc, une présence croissante des personnes immigrantes au Québec. On note des difficultés d'insertion professionnelle qui vont amener cette catégorie de la main-d'œuvre à accepter des emplois non seulement pour lesquels ils peuvent être surqualifiés, mais qui sont aussi souvent mal rémunérés, offrant un peu de protection sociale. On a parlé de parcours ce matin, on a parlé de précarité, on est en plein là-dedans. On va voir les travailleurs dans des emplois souvent atypiques. Je ne vais pas définir, ça a été bien défini ce matin, des emplois de passage. Les gens se définissent eux-mêmes comme dans un emploi de passage, temporaire ou de transition, pour acquérir une expérience de travail au Canada et évidemment pour survivre. On parle aussi d'un taux de surqualification plus élevé, 43 % chez les immigrants, comparé à 29, presque 30 % chez les immigrants, et ça varie beaucoup selon le genre. 46 % chez les femmes immigrées versus 32 %. Une variation selon que l'on fait partie d'une minorité visible, selon les catégories officielles de Statistique Canada. Des variations selon le niveau de maîtrise des langues officielles. Et je ne vais pas aller trop en détail dans les questions linguistiques. Ma collègue Stéphanie va vous en parler tout à l'heure avec moult détails. Les travailleurs immigrants sont aussi en plus grande proportion dans des secteurs où les conditions de travail sont moins favorables et où l'exposition aux risques de SST sont plus élevées, soit les risques physiques, biologiques, ergonomiques, psychosociaux. Mais malgré tout ça, on a très peu de données sur les profils lésionnels de ces travailleurs au Québec. À l'IRSST, on bénéficie d'un accès aux bases de données lésionnelles des travailleurs au Québec, et des travailleurs accidentés indemnisés, mais on n'a aucune donnée sur les travailleurs immigrants. Donc, on doit ramasser à gauche puis à droite, et par cumul d'études de cas, des données pour faire du sens. Voilà. Et malgré ça,
on a quand même des estimations de la CNESST selon laquelle près de la moitié des travailleurs indemnisés sur l'île de Montréal seraient issus de l'immigration, alors qu'ils ne représentent que le tiers de la population. Donc, on parle ici d'une possible surreprésentation, et ça en dépit d'une possible sous-déclaration. Ça aussi, c'est un phénomène qui est rapporté dans beaucoup d'écrits scientifiques. La recherche en réadaptation, surtout la réadaptation physique, a mis surtout l'accent, quand on parle de diversité culturelle, a beaucoup mis l'accent sur les barrières linguistiques et culturelles. On demeure généralement à l'échelle de la relation thérapeute-patient, sans interroger la capacité des systèmes et le développement des organisations. On utilise aussi la notion de culture d'une manière assez, je pourrais dire, assez souvent malheureuse. Quand on l'utilise comme anthropologue, je peux m'en réjouir. Je peux dire, oui, enfin, on va identifier un facteur important. Mais le plus souvent, je m'en désole parce qu'on évacue tous les aspects de parcours de vie, de contexte de travail. Et puis, on est dans des situations complexes. Il faut intégrer ça dans des éléments sociétaux beaucoup plus vastes. Donc, c'est à partir de ça que j'ai, avec mon équipe de recherche, développer une programmation pour mieux comprendre les processus de réadaptation et de retour au travail. Donc, depuis 2013-2014. Donc, le projet que j'ai présenté aujourd'hui, c'est un projet qui visait à identifier les principaux points tournants qui peuvent influencer le processus de retour au travail. Identifier les principaux obstacles, mais aussi les principaux facilitateurs selon la perspective de différents acteurs. Donc, on a interrogé des travailleurs immigrants eux-mêmes, des employeurs, des intervenants de la CNESST et des cliniciens. Dans des proportions inégales, mais bon, on a quand même réussi à faire un survol rapide de tout ça. Le rapport est disponible sur le site de l'IRSST. Je ne vais pas faire une histoire très longue sur la méthodologie pour ne pas vous alourdir le sujet davantage. Juste quelques mots. C'est un devis qualitatif, je l'ai dit tantôt, exploratoire. On a utilisé un échantillon raisonné, inspiré de deux techniques d'enquête principales, la technique des incidents critiques de Cohen-Emmerich et les entrevues d'explicitation de Vermeersch. Donc, on amène les gens à raconter leur vie et on les invite à préciser certaines choses et puis pour mieux comprendre leur parcours de vie. On a interrogé 15 cliniciens, 21 intervenants de la CNESST, 2 employeurs et 9 travailleurs. Et on a procédé à l'analyse par théorisation ancrée. Donc, on n'est pas parti d'hypothèses, on voulait générer des hypothèses. Ici, vous voyez l'échantillon, je vais y aller très rapidement. Je l'ai mis ici juste pour que vous constatiez que la plupart, ce qui est inscrit en rouge, sont tous des travailleurs surqualifiés. Donc, à différents niveaux, évidemment. Donc, on va passer ça. Les travailleurs qu'on a interrogés étaient tous à une étape avancée du processus de réadaptation. Ils étaient tous classés comme des cas avec risque de chronicité. Et puis, dans nos entrevues, pour faire une analyse rigoureuse, on a cherché à situer chaque élément du discours dans l'une ou l'autre de ces étapes. Donc, quand les travailleurs nous parlent de leur expérience, ils ne parlent pas toujours de leur expérience immédiate, ils nous parlent de leur expérience prélésionnelle, même prémigratoire. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir situer le discours là où ça va, et puis pour tenter d'extraire des obstacles et des facilitateurs qui sont spécifiques à chacune des étapes. Donc, si on prend chacune de ces 4 étapes-là, c'est des étapes sommaires quand même, au niveau de la déclaration, un des principaux enjeux, c'est la méconnaissance du système. Encore une fois, ça ne surprend personne, mais c'est un enjeu majeur. La qualité de la communication médecin traitant et travailleurs accidentés, qui peut, dans certains cas, causer une difficulté.
à établir un diagnostic précis et complet. Délai qui peut aussi engranger un délai dans le suivi des dossiers. Au niveau de l'assistance médicale, les mêmes enjeux de communication sont présents. Ici, on parle de lien de confiance, parce qu'un des enjeux majeurs dans le processus, c'est la construction du lien de confiance entre intervenants et travailleurs. On va y arriver, je vais en parler un peu plus loin. Tout ça peut amener, évidemment, une augmentation de la durée et de la fréquence des suivis. Donc, ça aussi, je vais montrer des enjeux spécifiques liés à ça plus tard. La réadaptation proprement dite, c'est certain que quand un travailleur passe des soins de première ligne aux soins de deuxième ligne, c'est-à-dire quand il est suivi après un certain temps par une équipe et qui se voit définir un plan d'intervention individualisé, changement d'intervenant, donc lien de confiance à reconstruire. Donc, ce changement-là peut être défini comme des transitions multiples qui ont leur lot de difficultés et de défis à chaque fois. Donc, ça a été rapporté par les travailleurs eux-mêmes et par les intervenants. Retour au travail, ici, ce qui est particulier, c'est que les barrières linguistiques qui apparaissent au départ comme un enjeu de communication apparaissent ici comme un enjeu du même type que les limitations fonctionnelles, puisqu'il faut redéfinir un emploi convenable dans certains cas. La langue devient un facteur de limitation important qui ne sont pas toujours pris en compte. Donc, ça peut occasionner des contestations d'emploi convenable ou des définitions inadéquates, si on veut. Donc, les 5 principaux thèmes qui sont apparus dans l'étude, c'était donc la discontinuité et la rupture de projets d'intégration et le sentiment d'injustice. Juste ça, je pourrais en faire une communication. On a écrit un article avec ma collègue Jessica qui est là-bas, justement. On a écrit un article juste là-dessus. Donc, c'est très, très, très lourd. On a des centaines de notes et de pages d'entrevues juste sur le sujet. Le cumul des stigmates, un autre thème important. Ça aussi, on a écrit juste là-dessus. Cumul de stigmates, c'est le fait que les travailleurs immigrants doivent composer avec la stigmatisation sur une base ethnique, linguistique, raciale, de genre aussi, d'âge, de handicap et de type de lésion, parce que certains travailleurs nous ont rapporté qu'ils pouvaient être stigmatisés sur la base d'une lésion qui est professionnelle ou pas. Donc, les médecins qui hésitent à leur fournir les soins ou à s'occuper du dossier CSST parce que pour différentes raisons. Ça aussi, c'est un enjeu qui m'apparaît important. Le peu de reconnaissance de l'exigence pratique des interventions plus complexes, ça touche les intervenants. Parce que intervenir dans le système de santé, dans les contextes de diversité ethno-culturelle et linguistique, c'est certain que ça peut occasionner une augmentation de la durée des interventions pour comprendre l'autre, pour dépasser les barrières linguistiques. Et cette exigence pratique-là, elle n'est pas toujours reconnue dans les milieux de pratique. Donc, c'est un enjeu important. Et évidemment, on nous parle des barrières linguistiques et culturelles, une catégorie générique que je ne vais pas décrire en détail aujourd'hui, mais ça nous est rapporté également. Je vais passer rapidement. Combien il reste de temps? 6 minutes. OK. Je vais passer. C'est sûr que chacun des thèmes porteurs de l'étude peuvent être approfondis. Ça me fera plaisir de vous en parler s'il y a des questions là-dessus à la période de questions ou après. Mais voilà. On va aller tout de suite à la discussion parce qu'il y a des éléments importants que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui qui touchent notamment le développement des organisations. Donc, ce qu'on a observé dans les milieux de pratique, c'est que les intervenants ne sont pas au degré zéro de la compétence interculturelle. Des efforts sont menés pour développer ce genre de compétences-là, soit par des ateliers de co-développement, des communautés de pratique, etc. Le degré de sensibilisation des organisations est variable. La reconnaissance des exigences pratiques de l'intervention n'est pas toujours présente et peut avoir un impact sur la pratique professionnelle. La compétence interculturelle
Donc, pour nous, elle doit se penser à 3 niveaux. Le niveau individuel, collectif et organisationnel. Un intervenant peut aller se former de son propre chef ou sur recommandation de son superviseur, mais si l'organisation ne prend pas les moyens, ne met pas en place les dispositifs nécessaires pour que l'offre de service soit adaptée, appropriée et pour qu'elle réponde aux besoins de la clientèle visée, les intervenants finissent par manquer à leur mission. Donc ça, c'est un enjeu important qu'on a pu observer et qui doit être documenté davantage dans d'autres études. Et pour terminer, je fais un rappel des grands enjeux. Donc, la maîtrise des langues officielles, la langue française au Québec, les démarches de reconnaissance et d'équivalence des diplômes pour les travailleurs qui sont surqualifiés et qui rencontrent des obstacles en termes d'intégration socio-professionnelle, les possibles barrières culturelles. C'est parce qu'on parle de compétences interculturelles, mais ça comprend toute une série de facteurs et la culture n'est pas toujours au centre, loin de là, des barrières. La stigmatisation et tout ce qui touche les catégorisations ethniques. Certaines personnes peuvent être sensibles ou se dire sensibles à la diversité culturelle, mais leur manière de faire les choses témoigne manifestement d'une forme de catégorisation ethnique, où l'ethnicité détermine le type de relation qu'on peut bâtir avec une personne. On est toujours dans des approches centrées sur le patient, sur le client. Donc, c'est la personne d'abord et l'ethnicité, elle apparaît ensuite. Et la notion de compétence interculturelle qui, comme je l'ai dit plus tôt, doit se penser à 3 niveaux. C'est pour nous quelque chose de capital si on mise juste sur le niveau organisationnel ou juste sur le niveau individuel, comme c'est le cas dans la plupart du temps. On passe à côté de la mission. D'abord, l'intervenant ne répond pas à son éthique professionnelle, mais l'organisation en tant que telle passe à côté de son mandat institutionnel. Donc, voilà, c'est assez bref, c'est un survol, j'en conviens, très, très rapide, mais voyez un petit peu comment ça peut s'articuler. Et puis, voilà. Donc, on pourra en discuter plus en profondeur tout à l'heure. Merci.